Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Quimper au salon professionnel Braze Transition avec la table ronde sur la COP Bretagne. Je suis Jean-Louis Le Corvoisier, je vais animer nos échanges. COP Bretagne qui est une démarche participative qui a pour enjeu de relever les défis climatiques et de réponse à l'épuisement des ressources. Comment le secteur privé s'investit-il dans cette Braze COP? Comment la Braze COP est-elle un véritable catalyseur d'initiatives? C'est ce que nous allons voir avec nos intervenants, à commencer par Karim Gachem. Vous êtes président de la commission développement durable au Conseil régional de Bretagne, dont vous êtes élu. À vos côtés, Vincent Coppola, directeur du développement économique au sein d'Abeille, l'association Blue Economy et Initiatives locales, créée par des entrepreneurs réunis autour de la Chambre de commerce, avec pour objectif de développer des projets économiques et écologiques innovants, rentables, non polluants, en Cornouailles, mais aussi sur l'ensemble de la Bretagne. Frédéric Gestin, directeur général de Guyot Environnement, entreprise bien connue dans la région, un groupe investi dans les secteurs de recyclage et d'environnement en Bretagne. Et André Boulic, attaché technico-commercial à Tanguy Environnement, vous nous parlerez de murs bois et de construction bois, où votre groupe est particulièrement investi. Karim Gachem, nous allons commencer avec vous. Vous allez nous présenter la Braze COP et plus particulièrement les enjeux et les objectifs de cette COP bretonne. Eh bien, merci. En fait, je vais faire un peu la filiation de cette idée, puisque la COP Braze ou COP bretonne, c'est d'abord une intuition, une idée qui a germé dans l'esprit de Jean-Yves Le Drian, qui, au vu de comment se passait la COP de Paris, COP 21, s'est dit que c'était une bonne opportunité de faire bouger les frontières, de mobiliser et sensibiliser le grand public. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est pouvoir faire travailler ensemble les différents intervenants, que ce soit les institutions, les associations, le secteur privé et le grand public. Et comment faire travailler ensemble tout ce monde-là en étant positif. C'est aussi l'esprit des COP, c'est être positif, se fonder sur des engagements qui sont volontaires, c'est construire ensemble une démarche. Donc de cette idée, c'est devenu une proposition qu'on a un peu proposée à nos partenaires habituels, qu'on a expérimenté dans nos différentes conférences, Carrefour des territoires, Carrefour des mobilités, conférence bretonne de l'énergie, de l'eau, de la biodiversité. Et on s'est rendu compte très vite qu'il y avait une appétence du public. Au lancement de la COP bretonne, COP Braze maintenant, à Saint-Malo, on a eu presque 700 participants qui venaient de tous les secteurs d'activité, que ce soit les institutionnels, les associations environnementales, mais aussi le secteur privé et le grand public. Donc après, on a eu plusieurs rendez-vous et à chaque fois, cette appétence a été au rendez-vous, ce qui nous a fait mûrir le projet. Et cette forme d'expérimentation, qui reste une expérimentation, on a permis d'élaborer des objectifs clairs. Et ces objectifs sont partagés en région Bretagne dans tous nos dispositifs. On est des fans de la co-construction. On pense que c'est qu'ensemble qu'on arrive à aboutir les projets et faire des projets efficients. Donc des objectifs qui sont naturels, on va dire, c'est élaborer ensemble un projet de développement durable pour la Bretagne, c'est-à-dire un projet où on ne fonctionne plus en silo. L'environnement n'est pas une partie de la politique régionale. C'est vraiment intégrer l'ensemble des enjeux et des politiques bretonnes. C'est transverse. C'est aussi dépasser les logiques classiques, on va dire, et renversement des approches. On n'est plus, et je pense qu'on le voit depuis un an ou deux, l'environnement qui a été vécu comme une contrainte devient réellement une opportunité aussi économique et aussi de développement et d'aménagement du territoire. C'est aussi une opportunité d'approche sociale. Et où ailleurs qu'en Bretagne, cette question aurait pu être aussi prégnante. On sait que notre attractivité repose sur notre environnement et sur ce qui fait la Bretagne. Et
va jouer donc sur tous les leviers à notre disposition, celui de la norme et de la réglementation, bien entendu, mais aussi celui du contrat et des engagements volontaires de chacun. Donc c'est ça, la COP, c'est des engagements volontaires de chacun, quelle que soit sa taille, quel que soit son niveau, c'est chacun prend des engagements et on va les suivre. Et avec des principes de solidarité, puisque c'est aussi nourrir le projet de chacun en échangeant, en ce que ceux qui sont le plus avancés partagent avec ceux qui sont plus en retard. C'est de la solidarité entre ceux qui ont des moyens et ceux qui n'ont pas de moyens. Vous avez d'ailleurs créé un cahier des engagements. Ah oui, tout à fait. Il y a un cahier des engagements. Ça fait partie de, on va dire, de nos objectifs que les gens s'engagent. Et donc, on a déjà des contributions de plusieurs organismes, des sociétés privées. On a plus de 50 contributions de grandes et petites entreprises qui ont déjà fait leurs engagements. Alors ces engagements, ça peut tenir sur 2-3 pages, d'autres sur beaucoup plus, mais on a déjà des partenariats qui sont développés. Et en dehors de ces engagements, c'est aussi réussir la mobilisation citoyenne. Parce que ça ne se fera pas sans l'engagement de tout le monde. Le secteur privé, bien entendu, mais aussi le grand public. C'est que comme ça qu'on créera une dynamique de territoire. Et je pense que la Bretagne est prête pour ça. L'enjeu est exaltant. Et je pense que les Bretons et les Bretonnes, et comme les entreprises bretons et bretonnes l'ont toujours démontré, on aime bien être en avance et contribuer aussi à ce grand mouvement qui n'est pas simplement régional, qui est national et international. Et je pense que la Bretagne a toute sa place là-dedans. Après, il y a des dispositifs qui sont mis en place par la région, mais je veux dire, le secteur privé, il y a plusieurs moyens de s'engager. Il y a les engagements qui sont obligatoires par la norme, et on peut aller plus loin. Mais il y a aussi les engagements volontaires. Et sur cela, la région sera aux côtés de tout le monde, puisque c'est un partenariat. On a déjà mis plusieurs dispositifs, l'AMI, économie circulaire, les trophées du développement durable ou la Blue Economy, que je pense que Vincent va nous en parler, mais c'est surtout ça. L'objectif, c'est une mobilisation et des engagements clairs. C'est une sorte de contractualisation volontaire pour faire avancer la Bretagne. Il va falloir être inventif et développer de nouveaux outils. Tout à fait. Je pense que c'est ça, et c'est une expérimentation. Donc on attend la participation de chacun pour qu'on construise ensemble, puisque ce n'est pas défini, on avance. Alors depuis 2 ans, il y a plein de choses qui se sont faites, mais c'est toujours en construction, en co-construction, et donc on attend aussi de tous les acteurs qu'il y ait un engagement clair, volontaire, et je pense que c'est un objectif pour tout le monde. C'est un objectif économique pour nos entreprises, c'est un objectif pour les générations futures. Et je pense que tout le monde est prêt aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à mettre en œuvre, et c'est le temps des actions et des engagements. C'est donc un nouveau modèle que nous sommes en train d'inventer collectivement. Tout à fait. Ça faisait partie aussi de nos engagements lors de la dernière campagne de notre majorité. C'est le nouveau modèle de développement de la Bretagne, le développement breton avec ses spécificités, mais co-construit avec tout le monde. C'est une révolution sans être une révolution, puisque la Bretagne a toujours été engagée, que les acteurs bretons, que ce soit du privé ou du public, ont toujours eu une appétence pour l'environnement, pour avancer sur ces questions-là. Aujourd'hui, on franchit une marche supplémentaire. En réussissant, vous l'avez évoqué, la mobilisation citoyenne. Il faut dépasser l'engagement militant pour que ça entre véritablement dans les mœurs, dans les habitudes. Ah oui, tout à fait. Et je pense que on est des fois en retard par rapport au grand public. Et je pense que cette appétence et cet engagement des citoyens est déjà présente. C'est à nous d'être un peu un catalyseur pour que tout ce monde-là se réunisse, et pas seulement ceux qui sont militants de la cause, mais je pense que de plus en plus, tout le monde sent que ces questions de transition sont essentielles. Transition environnementale pour la santé et pour l'avenir, mais aussi transition économique, puisqu'on voit que c'est des réelles opportunités et que la croissance de demain se fera à partir de là.
citerai une citation de Jean Cocteau, il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain. Et c'est vraiment ce qu'on va mettre en place, qu'on a déjà commencé à mettre en place, mais qu'on va continuer. Et là où ce sera le plus intéressant, c'est que les acteurs économiques nous en parlent. Il y a déjà là des intervenants qui sont déjà engagés très fortement dans la démarche et que ça draine aussi ceux qui n'ont pas encore franchi totalement le pas de s'y engager aussi et voir les opportunités que ça mène. Et il n'y a pas de petit effort, comme il n'y a pas de petite entreprise dans le domaine, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné et on le voit sur le territoire. On a des entreprises d'envergure nationale ou internationale qui sont moteurs, comme des toutes petites entreprises et même des start-up sur le territoire. J'en ai rencontré plusieurs qui ont 1, 3 employés et qui font des projets qui sont d'envergure vraiment nationale, voire internationale, et qui réinventent l'économie de demain. Frédéric Gestin, à Guyot Environnement, vous avez un peu plus de 3 employés. Cela dit, vous êtes évidemment très engagé. De quelle manière, justement, votre groupe s'est-il engagé dans cette démarche ? Bon, écoutez, cette démarche, elle est pour nous, elle est plus que logique, parce que déjà, notre activité, c'est l'environnement. Donc, il va de soi aujourd'hui que nous devons nous investir dans ces nouvelles idées. Premièrement, aujourd'hui, nous développons aujourd'hui un système de management environnemental. Donc aujourd'hui, ce système est inclus dans les 11 ICPE que nous avons sous le groupe. Et à la base, aujourd'hui, c'est un système aujourd'hui qui nécessite aujourd'hui l'implication de tout le monde, autant sur les consommations d'eau, d'électricité, etc. Aussi beaucoup la sécurité, les envols, la pollution au sol, etc. Donc on est très 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 impliqué dans ce système de management. Ah, c'est une démarche partenariale, vous ne faites pas ça tout seul, vous êtes entouré d'autres acteurs. Bien sûr, avec les collectivités locales aujourd'hui, on échange énormément là-dessus, bien évidemment, ça c'est indéniable. Après, je dirais qu'aujourd'hui, que sur l'aspect global aujourd'hui du groupe aujourd'hui sur l'investissement au niveau de l'environnement, c'est que notre activité aujourd'hui qui est toujours aujourd'hui sur le recyclage et puis la valorisation des métaux ferreux non ferreux nous a aussi fait développer notre activité complémentaire sur le déchet industriel. Donc nous traitons aujourd'hui 150 000 tonnes de déchets ferreux non ferreux sur l'année, plus 100 000 tonnes de déchets industriels. Jusqu'à il y a 3-4 ans, une très grosse partie de ces déchets repartaient à l'enfouissement. Donc une grosse décharge, on mettait tout dedans et voilà, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, la stratégie du groupe Guyot, aujourd'hui, c'est d'aller chercher justement à trouver des nouvelles idées novatrices sur ce déchet. Et nous avons réussi depuis 3 ans à monter une chaîne de tri sur un de nos sites à Morlaix, où à la base de ce produit, on arrive à produire un combustible. Donc plutôt que de mettre le déchet à la décharge et sur lequel on n'en fait rien, aujourd'hui, le déchet devient un combustible. Donc à terme, la stratégie aujourd'hui, c'est de collecter en local. Tout ça dans l'idée de la transition énergétique et de l'économie circulaire, c'est de collecter en local, le traiter en local, mais aussi après de consommer ce combustible en local. Est-ce que ça demande un changement de culture pour l'entreprise ? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ? C'est compliqué, oui, ça peut être compliqué aujourd'hui avec certains collaborateurs qui sont ancrés dans l'entreprise depuis très longtemps, mais ça doit passer par là aujourd'hui. C'est indéniable aujourd'hui. Il faut que chacun s'investisse et puis, mais ça demande beaucoup d'intérêt, ça demande beaucoup aujourd'hui de travail pour les inciter à comprendre un peu la démarche globale du groupe. Mais bon, dans l'ensemble, ça suit. Oui, un effort de pédagogie. Ça vous permet aussi de vous différencier. Exactement. Aujourd'hui, on peut le dire qu'aujourd'hui qu'on a 3 ans, 4 ans d'avance sur certains de nos concurrents parce que on a été chercher vraiment par le biais d'un bureau de recherche et développement des nouvelles idées. Donc on a un peu voyagé, on a été voir un peu dans les pays émergents ce qui se passe. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, autant humain que financier, mais on aspire justement à aller au bout du bout, c'est-à-dire aujourd'hui de consommer ce produit en local. Est-ce que vos clients sont sensibles à votre démarche ? Oui, ils sont très sensibles parce que tout le monde part dans l'environnement, tout le monde se dit qu'il faut trouver des nouvelles idées et puis
surtout le fait d'être un groupe familial breton aujourd'hui qui travaille vraiment en local, parce que bon, nous on s'étale aujourd'hui entre Brest jusqu'à Saint-Brieuc pour redescendre vers l'Orient, donc on est à au moins une implantation assez minime. Mais aujourd'hui, les élus et les collectivités locales nous écoutent justement et sont très sensibles aux idées qu'on peut apporter, au développement qu'on peut aussi leur apporter, parce qu'on a aussi une aide à leur apporter. Donc on a besoin d'eux, mais eux aussi ont besoin de nous. Donc c'est vraiment important. Nous évoquions la pédagogie en interne au sein de l'entreprise. Vous faites aussi de la communication à l'externe. Ça permet aussi d'expliquer ce que vous faites et d'avoir une meilleure acceptabilité sociale. Oui, complètement. Après, vous dites après que oui, on a beaucoup de communication externe, effectivement. La preuve en est aujourd'hui, le salon aujourd'hui, on y est. Pour moi, c'est très important, parce que souvent on se dit oui, l'éolien, l'eau, etc. Mais le déchet aujourd'hui, c'est essentiel, quoi. Donc, quand on dit le déchet aujourd'hui, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, bien évidemment, mais on est là justement pour faire aussi montrer qu'il y a d'autres solutions sur le traitement de déchets. Vous êtes engagé dans la certification ISO. Oui. Alors ISO, on a déjà plusieurs certifications. On est ISO 14000 sur quasiment l'ensemble des sites du groupe. On est ISO aussi 9000 sur la procédure. Et on vient d'être certifié ISO 50000 énergie sur 2 sites, sur le site de Brest et le site de Morlaix, qui c'est une norme aujourd'hui qui nous réglemente énormément sur la consommation électrique. Parce que bien sûr, pour traiter du déchet et des ferreux, non ferreux, il faut de l'outil, il faut de la puissance. Donc on essaye vraiment de réguler un peu toutes ces consommations-là. Et qu'est-ce que ça vous apporte alors? Est-ce que ça vous coûte plus que ça ne vous apporte non, ou c'est le contraire? On a déjà fait, par le biais de différents audits, on a déjà fait de belles économies. On nous a réappris un peu à mettre en phase les engins. La consommation aussi, bien sûr, a drôlement diminué. Donc je crois qu'il y a toute une démarche de comportement qui a été revue complètement avec les collaborateurs. Et puis les gens sont vraiment très, très contents. Alors, comme le disait Karim Gachem, pour vous, ça vous permet, avec l'environnement, de passer de la contrainte à l'opportunité économique. Oui, tout à fait. Je pense après que là, c'est vraiment le biais où il faut... on est toujours dans l'esprit parce que nous, notre cœur de métier, c'est d'aller collecter de la matière pour la traiter et puis la valoriser au maximum. Mais je pense après que toutes ces normes aujourd'hui-là nous amènent justement à faire des économies complémentaires par rapport à notre activité. Donc les ISO 14000 aujourd'hui sur l'implication des personnes, sur la sécurité, sur l'environnement, sur les déversements de différents produits dangereux, etc. Après, la 50 000, l'énergie, c'est plus qu'important. Donc aujourd'hui, si on peut moins consommer, ce n'est que mieux. Donc, Nous allons avoir un autre exemple d'entreprise engagée avec le groupe Tanguy. André Boulic, je vous invite à prendre le micro. Vous allez nous parler de production de murs et de charpentes en bois massif. Alors, je vais vous dire, c'est pas très nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec vous? Bonjour. Ce qui est de nouveau, donc, c'est notre regard justement et notre présence ici aujourd'hui. COP BZH, ça nous parle. Braze Transition, ça nous avait déjà parlé en 2015, donc nous y étions. Et tout ça dans la démarche d'une de nos fabrications. On ne va pas parler du groupe Tanguy en tant que négociant en matériaux, mais fabricant de systèmes constructifs. Et au sein des différents systèmes, on en a un qui se baptisait Totem, que l'on présente dans l'exposition, qui est en effet un mur en bois massif. Et ce mur, alors que nous sommes importateurs de bois scandinave depuis déjà de très très longues années, on rentre à peu près, pour vous situer, dans les 4000 m3 de bois dans notre petit port de Paluden à côté de l'Anilis par mois, tous les 3 semaines, tous les mois à peu près. Et là, sur ce système constructif, on s'est dit, on a la ressource en Bretagne. La ressource, elle est là, c'est la forêt bretonne. Et la forêt bretonne, aujourd'hui, 1 m3 de bois, c'est 1 tonne de CO2 emprisonné. Donc on a d'abord regardé la forêt au travers de l'Interpro, qui a fait un gros travail là-dessus, qui est Abibois. Ils sont basés à Rennes. Abibois, c'est 400 personnes, ce sont des propriétaires forestiers, ce sont des scieurs, ce sont des transformateurs, des architectes et quelques maîtres d'ouvrage.
Et à partir de là, on s'est dit, la ressource étant là, il faut absolument que l'on arrive à réaliser Totem avec des bois bretons. Donc il a fallu identifier la ressource, on l'a trouvé, c'est de l'épicéa de Sitka. Ce bois, il a été planté dans les années 1960 avec déjà des aides d'État, a priori, pour aller sur des terrains pauvres. Et cette forêt, aujourd'hui, elle est à maturité et il convient de l'exploiter. Or, on n'a pas l'esprit de la sylviculture en Bretagne. Ce n'est pas notre métier. On n'est pas des Jurassiens, on n'est pas des Vosgiens, on n'est pas des gens des Landes. Et il fallait vraiment relancer toute une synergie autour des petites scieries. Et donc, on leur a établi des cahiers des charges précis, correspondant à notre système constructif. Et on a réalisé, on a démarré donc en 2010 nos premiers chantiers. Passer tous les agréments, vous parliez d'ISO, nous on parle d'avis techniques qui nous permettent aujourd'hui de réaliser des bâtiments, que ce soit en collectif, en tertiaire. Et on a des cas bien précis où avec la volonté d'un maître d'ouvrage, avec la volonté des équipes d'architectes, on est arrivé à monter donc de très très beaux projets et qui ont été une histoire à chaque fois. Voilà. Parce qu'on a fait travailler un scieur local, un transporteur local, transformation locale. On a mesuré tout ça en termes de CO2. Et ce CO2 étant emprisonné dans des bâtiments sur le territoire breton, on a créé une boucle. Quel type de bâtiment pouvez-vous construire alors avec ce bois? À tout type de bâtiment. Tout type de bâtiment, ça va de l'habitat, privatif, ça peut être de la surélévation, de l'extension. Là, on est sur des petits bâtiments. On a fait beaucoup de bâtiments tertiaires également, mais chaque fois, c'est venu de la volonté du maître d'ouvrage. Je vais citer donc quelques exemples. On sort d'un bâtiment aujourd'hui à Aurel, qui vient d'être monté, ça s'appelle BBO Naturel, je cite le client. Il a eu, puisqu'il travaille, c'est une start-up, mais ils sont déjà 75, ils vendent que sur Internet des produits de puériculture. Et c'était dans leur esprit, dans leur ADN, de construire justement localement. Donc avec l'architecte, avec les entreprises, on a travaillé dès le début. Ça, c'est un exemple. La volonté, ça a été de travailler aussi très en amont, parce que c'est un système constructif qui peut aller très très vite. Mais pour nous, cet exemple-là, c'est 8 semaines de bureau d'études, 6 semaines de fabrication et 9 jours de montage à 5 personnes. Et l'avantage, c'est que ça permet d'avoir des chantiers propres. Propres, très vite, très bien menés. Donc ça, c'est un exemple privé. La région également, la région qui a tenu fort à un projet avec un cabinet d'architectes quimpérois, un cabinet d'architectes brûlé, où on a monté le lycée Mendes France. Pareil, avec des volontés d'élus dès le début, de travailler en circuit court. On a réussi à monter ce bâtiment avec une équipe formée et on a là une très très belle réalisation aujourd'hui sur la place de Rennes. Vous avez un certain nombre de labels, vous en avez évoqué un tout à l'heure. Ce sont des avis techniques et associé à ça, et là c'est plutôt après l'aspect rassurant, quand on va vers un bailleur social, lui il va vous parler d'acoustique. L'acoustique, il a fallu y veiller et donc au travers donc, de nos premières expériences, tous les tests ont été faits in situ, une fois le chantier réalisé, justement pour rassurer aujourd'hui les futurs maîtres d'ouvrage qui nous feront confiance. L'acoustique, c'est une chose, le feu, c'en est une autre. Le bois a longtemps fait peur, aujourd'hui pas du tout. Aujourd'hui, nos premiers porte-parole, ce sont les pompiers. Ils adorent intervenir ils adorent. Ils préféraient ne pas avoir à intervenir. Mais travailler sur le bois, pour eux, c'est quelque chose de rassurant. Ils savent, ils connaissent les tenues au feu, et donc nous, on leur amène aujourd'hui toutes ces exigences. Quels sont les autres avantages du bois construction ? C'est vaste, c'est très très vaste. Aujourd'hui, vivre dans du bois tel que c'est le cas, du bois massif, l'expérience, et j'ai déjà eu des retours encore ce matin de personnes qui nous ont fait confiance ces dernières années, c'est le bien-être, c'est le confort, c'est l'absence du besoin d'énergie. On peut vivre dans du bois massif, allez, on va dire, on met un poêle bien sûr, mais le strict minimum, on a une consommation qui est très 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 faible. Aujourd'hui, il y a un label qui s'appelle le Passive House, donc que vous retrouvez au niveau européen, donc dit la maison passive. C'est vraiment dans ce but-là. Et aujourd'hui, avec le système qui est le nôtre, on ne va pas forcément aller chercher ce label, mais on y est. On est à la porte. Un label, ça a des coûts à chaque fois. Pour faire un habitat, c'est chaque fois un billet qu'il faut rajouter. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher ce billet. On sait par expérience, on arrive à
à des très 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 bons résultats, en tout cas au niveau thermique. Et avec du bois issu donc de circuits De la forêt courts. bretonne. Voilà. Ça, c'est essentiel. Donc et c'était la volonté, en tout cas sur ce produit-là. Alors, est-ce un début pour le groupe Tanguy d'utilisation de ressources locales? C'est possible, puisque là, on voit que ça marche, on voit qu'on a une écoute, on voit qu'on a des équipes qui se constituent, au niveau des projets. Et là, on travaille très en amont. Et le côté intéressant, c'est justement le circuit court et tout le monde, toutes les équipes constituées dès le début. Voilà. Donc, vous n'en êtes qu'au début. Alors 7 ans, oui, c'est au début, bien sûr, tout à fait. Et alors pour rassurer le grand public, il y a des projets qui vont sortir, des projets phares. Le grand public a besoin d'être rassuré encore sur la construction en bois. Et 4 ministères et 19 organisations interprofessionnelles se sont réunis et ont lancé un appel à projet. Un appel à projet parce que on a besoin de voir des phares en bois, des bâtiments de type Grand Automne. Donc ça a été baptisé le plan BGH. Malheureusement, les projets bretons n'ont pas été retenus. On n'a pas dû être assez bons. Les Pays de Loire en auront 3. Le plus proche sera à Saint-Herblain. Il y a Saint-Herblain, Angers et Le Mans. Ce sont des bâtiments qui vont se réaliser, qui seront autour d'une dizaine d'étages. Voilà. Le but étant vraiment de faire prendre conscience au grand public que lorsque l'on saura construire des bâtiments de ce type, on saura bien sûr aussi faire de l'horizontalité. Et les bâtiments grande hauteur, on va les trouver à Bordeaux. Et là, c'est porté par Nexity. C'est des bâtiments de 15 et 18 étages qui ne se sont encore jamais réalisés en France et sur lesquels on va peut-être travailler également. Voilà. Vous avez un sourire gourmand quand vous en parlez. Hein. Il n'y a pas eu d'étude de marché, c'est la demande, elle est là. Les gens aiment le bois et viennent naturellement au bois. Vincent Coppola pour l'association Blue Economy et Initiative Locale. Nous allons donc parler de Blue Economy, mais on le voit, l'implication des entreprises est essentielle. Oui, alors peut-être je vais rebondir justement sur ce qui vient d'être dit et rappeler un petit peu rapidement l'historique de notre engagement également aux côtés de la région Bretagne. Il y a des entreprises pour lesquelles il apparaît presque naturel de s'impliquer dans cette stratégie. Aujourd'hui, on peut parler de stratégie, de transition écologique, énergétique. Parce que soit il s'agit, je dirais, presque de leur métier de base, que de répondre à travers des solutions au respect de l'environnement, aux enjeux également de réglementation, comme en parlait Karim Gachem, ou alors parce qu'il y a des opportunités de marché qui se présentent et puis, comme vous le disiez, il y a une appétence pour ces enjeux auxquels les consommateurs que nous sommes aussi, ou les citoyens, recherchent des réponses. Et malgré tout, il y a aussi tout un tissu de très petites ou moyennes entreprises qui ne sont pas engagées naturellement ou n'ont pas pu anticiper ces enjeux parce que souvent centrés sur leur cœur de métier, qui n'est pas forcément en rapport avec l'environnement dans un premier temps. Et puis, comme le disait aussi tout à l'heure Karim Gachem, pendant très longtemps, les entreprises ont perçu ou considéré en tout cas les enjeux environnementaux comme des contraintes. Et à juste titre, j'ai envie de dire quelque part, puisque avant de vous parler effectivement de l'association Blue Economy Initiative Locale, j'ai une casquette aussi de directeur du développement économique dans une chambre de commerce et d'industrie. Et comme les collègues de chambre d'agriculture ou de chambre des métiers, pendant très longtemps, nous avons accompagné les professionnels à répondre ou à surmonter ces contraintes réglementaires ou dans leurs projets de développement. Parfois, il faut le dire aussi, répondre à des enjeux d'acceptabilité de certains projets. Il y a 3 ans, on s'est posé, face à cette mission d'accompagnement des entreprises, on s'est posé un certain nombre de questions et on s'est dit, effectivement, il faut définitivement apporter des réponses pour considérer les enjeux non plus comme des contraintes, mais comme des opportunités. Et nous nous sommes associés à la région Bretagne dans cette stratégie de proposer le modèle, en tout cas d'économie circulaire, comme une possible réponse, parce qu'on parle de modèle économique, parce qu'on parle de création de valeur, et parce qu'on va chercher aussi, entre ces différents acteurs que sont les entreprises, et aujourd'hui en essayant d'ouvrir aussi d'ailleurs ce schéma à d'autres acteurs, institutionnels ou même effectivement les citoyens, les consommateurs, eh bien, de pouvoir réfléchir aux synergies que nous pouvons dégager, construire entre ces différentes entreprises à l'échelle d'un territoire. Il y a 3 ans, nous sommes inscrits comme premier établissement partenaire de l'Institut de l'économie circulaire et nous avons été retenus par la région Bretagne pour expérimenter
ce modèle à l'échelle de la Cornouaille. Ce travail a été fait avec le constat que, pour le coup, beaucoup de petites et moyennes entreprises découvraient et très vite repéraient ou comprenaient l'intérêt qu'elles pouvaient avoir à s'impliquer dans ces nouveaux modèles. Parce qu'une fois de plus, très concrètement, on va parler de modèle économique, on va parler de création de valeur. Est-ce qu'on est en capacité de trouver des gains de productivité? Est-ce qu'on est en capacité de créer de l'emploi sur ces enjeux-là? Et non pas seulement les considérer comme des coûts parce que recycler, parce que considérer le respect de l'environnement pouvait être une limite. Je pense que l'expérience a montré que c'était une bonne voie. C'était une bonne voie à poursuivre. On l'a partagé effectivement avec d'autres acteurs régionaux. Et on a franchi une nouvelle étape cette année. Il faut dire qu'il y a 2 ans, dans le salon Brest Transition où nous sommes aujourd'hui, nous avions fait venir un conférencier, Gunther Pauli, qui nous expliquait qu'ailleurs dans le monde, dans d'autres régions, y compris en Europe, des modèles allaient encore plus loin. C'est-à-dire que recycler, réutiliser, considérer la transition énergétique comme une opportunité, c'était bien, mais on pouvait aussi imaginer créer une dynamique qui visait à régénérer les tissus économiques, à régénérer une biodiversité aussi, et que c'était aussi créateur d'emplois, porteur d'innovation et de dynamique pour un territoire. Et ce qui est important aussi, c'est d'associer, vous l'avez dit, les TPE, PME et grandes entreprises, et de les faire travailler ensemble aussi. Il y a de nouvelles synergies qui se créent. Oui, alors nous avons expérimenté il y a 2 ans, dans le cadre du programme AM Économie Circulaire de la région Bretagne, notamment des ateliers. Parce qu'aller voir chaque entreprise individuellement engagée ou pas, ou potentiellement porteur d'un projet, c'est bien. Mais pouvoir repérer les synergies qu'il y a entre les différents acteurs, c'est mieux. Et leur proposer d'accompagner ces projets potentiels, ces projets dormants, parfois à l'échelle d'une zone d'activité, parfois à l'échelle d'une communauté de communes ou d'agglomération. Et ces ateliers ont pu démontrer qu'à travers des simples séances de 2-3 heures réunissant une quarantaine d'entreprises, ont dégagé plus d'une centaine de projets ou d'opportunités potentielles de création de valeur. Pour faire court sur un schéma un peu vu, revu, mais effectivement, les déchets des uns peuvent devenir les ressources ou matières premières des autres. Et donc, on répond à cet enjeu aussi de découpler la croissance ou la création de valeur de la consommation toujours croissante aussi de matières premières, qui ne sont pas toujours, contrairement aux bonnes pratiques de Tanguy Matériaux, des matières premières privilégiant les ressources disponibles sur la région. Et voilà, donc il y avait tout ce travail d'opportunités qui était aussi mis comment dirais-je, pas en équation, mais on a aussi dégagé en fait un logiciel informatique qui permettait de géolocaliser et de garder aussi en base de données l'opportunité de toutes ces ressources, tous ces gisements de matières valorisables. Donc produire mieux avec plus de valeur. Oui, c'est ça l'enjeu, hein. C'est bien de la création de valeur, c'est bien de la croissance, c'est bien de la création d'emplois. Sinon, la bonne intention ou la conviction que l'on peut avoir effectivement de s'engager vers des pratiques plus vertueuses a ses limites. À ses limites parce qu'on est confronté aussi à un monde ouvert. La région est ouverte aussi sur le monde. Elle a ses concurrents. Les entreprises ont leurs concurrents européens ou internationaux qui continuent aussi d'apporter des réponses qui sont dans une logique de compétition par les coûts. Et donc il faut pouvoir aussi apporter des vraies solutions innovantes, surtout ambitieuses, qui créent également de la valeur sur le territoire, en une fois de plus valorisant ces ressources disponibles que nous n'avons pas jusque-là proposées. Et pour terminer, à moins que vous ayez une question qui va m'y amener, effectivement l'idée c'était que les établissements publics que nous sommes aussi, les chambres consulaires, ne pouvaient pas travailler seuls dans leur coin sur cette mission d'accompagnement des entreprises. Et nous avons créé, dans la dynamique de la Blue Economy et lors du travail engagé avec Gunther Pauli il y a 2 ans maintenant, une association qui s'ouvre à des partenaires institutionnels, chambres économiques, collectivités territoriales, la région à nos côtés bien sûr, mais aussi des entreprises. Et on va même jusqu'à proposer aux porteurs de projets, porteurs d'initiatives ou aux personnes individuelles qui souhaitent s'engager dans cette dynamique-là, de rejoindre cette plateforme de partage d'idées, de bonnes pratiques
parce qu'il n'y a pas d'autre voie de passage que celle dont a parlé Karim, c'est de l'expérimentation. Il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de recette établie. C'est surtout une mise en réseau et un décloisonnement des acteurs qui est la garantie de succès de cette transition. Ça peut prendre un petit peu de temps, c'est ce qui est là aussi peut-être un petit peu un enjeu que de persévérer et de tenir cette dynamique sur le temps, mais une fois de plus aussi de montrer ou faire témoigner les entreprises sur ces bonnes pratiques. Là, on a un salon qui réunit 70 stands des professionnels qui apportent leurs solutions. Voilà, donc on est en chemin et en bon chemin, je crois, pour persévérer. Partage de connaissances, encouragement. Vous avez aussi un incubateur ? Oui, effectivement, on a aussi toutes ces initiatives, parfois des toutes petites entreprises, Karim en parlait. Il y a des startups qui sont parfois constituées d'un porteur de projet et d'un ou deux seuls collaborateurs. Et c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir aussi permettre à ces acteurs, aux côtés de plus grandes entreprises engagées depuis plus longtemps sur ces enjeux, eh bien d'être accompagnés, de pouvoir, une fois de plus, porter dans le temps avec suffisamment d'énergie et suffisamment de moyens, parfois aussi, leurs projets en bénéficiant de l'appui ou de bonnes pratiques d'autres acteurs. Et puis, quand on le peut aussi, effectivement, mobiliser des aides ou des programmes engagés par la région ou par les collectivités locales qui souhaitent aussi soutenir ces projets. Nous arrivons au temps d'échange. Vous avez des questions, vous souhaitez en savoir plus sur les démarches entreprises par GUE Environnement, par Tanguy, par l'Association pour la Blue Economy, par la région Bretagne évidemment. Et puis écoutez, le micro est à votre disposition. Donc je vous invite à lever la main, à vous présenter et à poser vos questions ou à apporter des compléments d'information, des témoignages aussi si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Oui, monsieur, le micro va vous être apporté dans quelques instants et nous allons pouvoir écouter votre apport. C'est à vous. Bonjour, Dany Hulot, École des métiers de l'environnement. Est-ce que la COP Braze va se donner des objectifs chiffrés, va nous donner des objectifs chiffrés, ou est-ce qu'on reste plutôt sur de l'amélioration continue, des objectifs généraux sans chiffres précis? Bien entendu, il va y avoir des objectifs chiffrés parce que la COP Braze veut aussi être le chapeau de tous nos schémas. Alors, on a des schémas, on en a déjà écrit, on a des engagements, que ce soit sur la transition énergétique, sur la production d'énergie, sur la qualité des eaux, sur la biodiversité. On a déjà des objectifs qu'on s'est déjà fixés, chiffrés. On veut aller plus loin. Ce qu'on rajoute dans la COP Braze, c'est des engagements volontaires. Et les engagements volontaires, forcément, il faut qu'ils soient mesurables. Donc ce sera bien entendu chiffré, il y aura des étapes, des paliers, et c'est un système dynamique. Ça veut dire que c'est pas simplement se fixer une étape, voilà, il faut arriver à cette étape, et waouh, la COP Braze aurait été réussie. Non, non, c'est créer un système dynamique d'amélioration continue, comme vous le dites, mais pour que ça soit efficient, il faut bien entendu qu'on se fixe des objectifs avec ce qu'on disait, on va mettre une plateforme numérique de participatif permettant à chacun de contribuer et de se fixer ses propres objectifs. Il y a les objectifs réglementaires, il y a les objectifs que nous on se fixe parce que c'est aussi la démarche d'une collectivité. Ça veut dire que on veut arriver à pouvoir produire 1800 MW d'éolien sur le territoire breton. C'est des objectifs qui sont remis à jour quotidiennement avec les changements et les mutations qu'on connaît, mais on se fixe des objectifs pour la collectivité. Il y a des objectifs réglementaires pour les différentes collectivités ou entreprises, et après on rajoute des engagements volontaires. Et ces engagements volontaires, pour moi, vont créer les conditions de la création d'un système. Pour moi, c'est fonctionner en système. Et quand je ne dis pas système environnemental, c'est un système économique, environnemental, social, qui va permettre que tout le monde avance selon son rythme, mais avec des objectifs clairs. On parlait tout à l'heure des ressources locales.
il y a des fois où on est peut-être en avance, etc., mais on est obligé. Quand la Bretagne a lancé son programme Braise Bocage, par exemple, certains agriculteurs l'ont vécu comme une contrainte. C'était pas obligatoire, mais certains ont vu l'intérêt. On voit aujourd'hui se développer énormément, et en Cornouailles particulièrement la filière bois-énergie, et on voit tout l'intérêt qu'a ce système de consommer du bois local. Ça fait une ressource supplémentaire aux agriculteurs, on va dire politique aussi, et aussi de militants, c'est-à-dire qu'il vaut mieux que la source de notre énergie, le coût revienne à nos agriculteurs qu'au pays du Golfe. On voit tout l'intérêt et tout le système vertueux que ça peut... donc oui, il y aura des objectifs, il y en a déjà. On ne va pas attendre la COP Braise, c'est pas un moment, on a déjà pas mal de schémas et d'objectifs, il y en aura d'autres. Merci. D'autres interventions? Questions, commentaires? Oui, Vincent Coppola. Oui, je ne sais pas si ça permettra de faire venir une autre question, mais en tout cas un petit complément sur la question de la mesure et des indicateurs qui me semble effectivement important. Important parce que ça permettra de crédibiliser bien évidemment une fois de plus la stratégie à terme. C'est aussi ce qui permet d'assurer l'engagement dans le temps, j'en parlais tout à l'heure, ça peut prendre du temps, l'engagement de l'ensemble des acteurs en montrant, en traduisant, bon parfois en chiffres c'est pas toujours évident, mais en tout cas dans un certain nombre de cas, les avancées. Pour les entreprises, j'en parlais tout à l'heure, je veux dire, il y a le sujet éminemment économique, il ne faut pas l'exclure, donc pouvoir aussi apporter de la visibilité sur les avancées en matière une fois de plus de création d'emplois, de gains de performance ou de compétitivité aussi sur les marchés ou en matière d'organisation de l'entreprise me semble important, parce que c'est important à titre individuel pour l'entreprise et il faut pouvoir aussi apporter des indicateurs ou des mesures d'intérêt en matière de gains collectifs à l'échelle à la fois de la région et puis j'y crois beaucoup aussi à l'échelle d'un territoire. Je pense que c'est à un moment donné un moteur une fusée avec deux moteurs, un moteur régional qui porte la vision et la garantie dans le temps d'une démarche positive pour tous. Et puis il faut pouvoir ancrer à l'échelle d'un territoire, là où les acteurs sont impliqués, ou se connaissent peut-être un petit peu mieux aussi, la possibilité de montrer ces gains, une fois de plus, de compétitivité, et puis l'impact positif aussi sur l'environnement en matière de régénération de la biodiversité ou de préservation des écosystèmes. Vous avez la parole, des questions, des commentaires, des demandes de précision, n'hésitez pas. Karim Gachem, cette COP bretonne ne concerne donc pas uniquement votre délégation, tous les élus, tous les services de la région Bretagne sont engagés. Ah, totalement, ça concerne tous les services de la région. Quand on dit on est en train de construire le STRADET, c'est toujours des sigles... Le STRADET. Des sigles un peu barbares. J'ai essayé de ne pas en faire trop, mais c'est le schéma d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. C'est inscrit dans la COP. Quand on fait de l'aménagement de territoire, quand on fait aujourd'hui la plupart des EPCI, je veux dire les communautés de communes, communautés d'agglomération, c'est encore un signe, on est en train de contractualiser sur le volet économique entre ces communautés de communes et la région. Dans ces contractualisations, forcément, on intègre des critères que l'on veut voir apparaître dans la COP Braise. Et donc, c'est cette construction quand on contractualise avec les territoires, que ce soit les EPCI ou les pays, il y a ces critères. Donc, l'aménagement du territoire est entièrement là-dedans. Le service économique est entièrement là-dedans. Les lycées, puisque c'est une des compétences, on fait participer aussi énormément, que ce soit dans nos bâtiments, puisqu'on va avoir un plan bâtiment durable aussi à la région, mais aussi nos lycéens, c'est tout la culture, puisque c'est aussi une part de notre identité, c'est l'environnement breton. Donc il n'y a pas un domaine qui ne rentre pas dans cette COP Braise. COP, c'est la conférence des parties, c'est-à-dire que c'est l'engagement de tous.
Et donc c'est comme ça qu'on le conçoit. Et avec les apports de tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas entendu la COP-RACE pour mettre dans tous nos politiques, on va dire, des critères. Parce que même si au début, nos partenaires, que ce soit les entreprises ou les collectivités qui postulaient à des subventions, disaient c'est contraignant, on voit le résultat aujourd'hui où ils reviennent vers nous en disant oui, mais ça nous a fait augmenter la qualité et gagner de la valeur. Aujourd'hui, on sait que dans la concurrence des prix infernale qu'il y a dans le monde, la valeur ajoutée, c'est ça qui va nous faire sortir, qui va nous faire développer notre écosystème, c'est montrer que en Bretagne, sur nos territoires, on fait des choses qui ont une qualité qui vaut un prix et dont les consommateurs sont attachés. On le voit, il y a un renversement aujourd'hui de la dynamique prix, même si elle existe toujours, hein, mais on a des consommateurs qui sont de plus en plus attachés à une certaine qualité et à une vision de l'avenir et de la préservation pour les générations futures d'un environnement qui nous est agréable. Si on vit en Bretagne, c'est qu'on sait la qualité qu'on a dans cette région et donc il faut qu'on garde cet atout majeur d'attractivité. Vincent Coppola, vous nous avez présenté le Blue Economy de manière constructive et positive, et c'est heureux. Cela dit, il reste des freins à lever. Oui, enfin, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Le rôle du dirigeant dans l'entreprise est essentiel, mais les entreprises sont faites aussi d'hommes et de femmes impliqués, engagés, qui doivent partager effectivement la stratégie ou la vision d'une entreprise. Bon, ça c'est déjà un premier frein. C'est aussi cette mobilisation collective des entreprises, mais aussi d'une entreprise à travers ses équipes. C'est une garantie là aussi de succès dans le temps d'une démarche. Et avant tout, je parlais effectivement du rôle du dirigeant, c'est surtout cette vision, ce changement de point de vue de son rôle dans une chaîne de valeur à l'échelle d'un territoire. Ne plus considérer qu'elle est seule, centrée sur son cœur de métier, mais qu'elle est en relation avec des fournisseurs, des clients, et elle a la capacité de relocaliser ces enjeux-là aussi, de rechercher, et c'est notre rôle d'accompagner aussi ça, parce que ça peut prendre du temps ou de l'énergie que d'aller rechercher sur le territoire les solutions qu'elle peut privilégier, et de repenser son modèle économique. Si on imagine un petit peu comme le modèle de l'économie circulaire à impact positif, comme on dit, le propose, valoriser en cascade toutes les matières ou toutes les ressources au sein d'un process, il doit se penser à l'échelle d'une entreprise, mais une fois de plus, voilà, dans une chaîne aussi d'acteurs sur des filières. Bon, c'est un changement de point de vue important, hein, donc il faut pouvoir ressortir en fait le dirigeant ou la stratégie du dirigeant de cette logique-là, lever le nez du guidon, sortir du quotidien, c'est ce qui est toujours plus difficile aussi, voilà, quand on est dans le monde économique, et pouvoir se redonner un petit peu de perspective en changeant ses pratiques et en mobilisant une fois de plus les collaborateurs dans cette optique-là. La garantie de succès, une fois de plus, c'est de démontrer que dans cette valorisation en cascade, une fois de plus, des ressources et des matières, il y a de la création de valeur, comme le disait Karim Gachem, il y a du potentiel d'emploi, on peut aller en accompagnement par de l'innovation aussi, trouver de nouvelles débouchés, trouver de nouveaux produits plus performants, et pas seulement parce qu'ils ont un impact meilleur sur l'environnement, mais aussi, il le faut, plus efficace qu'un produit ou qu'une démarche conventionnelle. Donc, mais bon, je pense que c'est les entreprises qui peuvent mieux en témoigner que moi. Voilà, ce sont des freins, enfin, plutôt que des freins, ce sont des étapes à franchir. Beaucoup d'entreprises en sont conscientes aujourd'hui. Mais voilà, ça s'accompagne de plusieurs façons, voilà, à travers des ateliers qui permettent aux entreprises de se retrouver, de partager des bonnes pratiques. Parfois, il faut l'accompagnement aussi d'un professionnel, de conseil dans des domaines particuliers, ou parfois dans la formation aussi des collaborateurs. Et il faut pouvoir imaginer aussi ces solutions. Karim Gachem, en conclusion, la démarche est passionnante et elle est loin d'être terminée. Ah oui, tout à fait. On a eu quelques étapes qui ont été franchies. Il y a des étapes
à venir. J'en ai parlé tout à l'heure. On lance une plateforme numérique pour que tout le monde se saisisse de cette question. On va aussi créer la labellisation d'événements et sur la base de cahier des charges et qui va mettre en lumière des événements qui justement sont moteurs ou sont symboliques de cette démarche, parce que c'est aussi en communiquant au plus grand large public, on aura réussi, on va dire, une partie quand tout le grand public sera approprié cette démarche. On va mobiliser un panel citoyen aussi, puisque justement l'objectif c'est que les citoyens soient acteurs aussi de cette COP. Donc il va y avoir différents événements qui vont arriver là. On va voir la conférence bretonne d'énergie, la conférence de la biodiversité. On a ce cahier d'engagement qui sera bientôt publié. On avait dit que ce serait fin 2017, ce sera dans ces horizons-là où c'est les engagements de tous et des acteurs du secteur privé, bien entendu. Donc j'en appelle à tous ici, il y en a certains qui sont déjà engagés dans la démarche, mais de faire part de vos contributions et des engagements à quelque niveau que ce soit, les faire remonter à la région Bretagne. Et ce que j'ai toujours, la région Bretagne, c'est co-construire. Donc on est à vos côtés, on est au service des citoyens, mais aussi des entreprises. Donc on est là pour aider et c'est pas contraindre. Et je pense que c'est ensemble qu'on arrivera à faire de beaux projets encore et faire que la Bretagne soit toujours un pas en avance. Quand on dit le vent vient de l'ouest, tout commence en Finistère, dirait le département, et ben on veut être une région modèle et moteur dans ce défi majeur de la transition, des transitions. Des transitions. Karim Gachem, Vincent Coppola, Frédéric Gestin, André Boulic, merci. Merci de votre participation à cette table ronde sur la COP bretonne. Prochain rendez-vous, ce sera la 5e table ronde de Braise Transition, tout à l'heure à 14h, vers un mix électrique 100% renouvelable à 2050. Table ronde qui sera conclue par le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. À tout à l'heure.